Tous parano. Quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle du plus connecté des complots, le Great Reset. Imaginez. La crise du Covid a été un prétexte pour transformer nos sociétés à marche forcée. Les confinements successifs font partie d'une expérience sociale mise en œuvre par les gouvernements pour tester notre capacité à nous soumettre. Le pass vaccinal est le prélude à la mise en place d'une société de surveillance où nos moindres faits et gestes seront tracés en temps réel afin de nous contrôler. Plus rien ne sera jamais comme avant. Nous entrons dans un monde totalitaire où il sera impossible de s'échapper. La technologie sera instrumentalisée pour nous asservir. Et après la crise sanitaire, la crise environnementale viendra justifier de nouvelles restrictions qui nous obligeront à changer définitivement nos modes de vie. Et bientôt, nous n'aurons plus d'emploi, plus d'argent liquide. Nous ne posséderons plus rien. Ce scénario cauchemardesque a été conçu par quelques-uns des hommes les plus puissants de la planète. Un club fermé de milliardaires a décidé de mettre le monde sur pause, puis de le réinitialiser pour continuer d'exercer sa domination totale. Le Great Reset, c'est l'occasion pour Tous Parano d'évoquer l'angoisse technologique et la psychose d'un effondrement de nos sociétés. Ce que je vais te raconter est top secret. L'histoire d'une conspiration qui nous dépasse tous. Il existe un groupe de personnes très puissantes qui dirigent secrètement notre monde. Je parle de ces hommes que personne ne connaît, ces hommes invisibles. Les 1% des 1% de la population, le haut du panier, ceux qui jouent à Dieu sans y avoir été autorisés. On essaie de vous apporter la vérité et eux de vous en priver. Et maintenant, ils passent à l'étape suivante. Et l'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Nous lobotomiser pour nous forcer à rejoindre leur atroce réalité virtuelle. Parce que ça vous enlève votre pouvoir. Qui sait ce qui pourra bien en découler? Et si au lieu de se battre, on était en train de déclarer forfait et qu'on renonçait à notre intimité ou à notre dignité pour des questions de sécurité? Ils nous feront construire notre propre prison. Tous parano. Juin 2020. Depuis 6 mois, le virus du Covid a infecté toute la planète. En Europe, nous sortons tout juste d'un premier confinement qui, s'il a bien été accepté par les populations, n'a rien réglé. Et oui, rappelez-vous, en juin 2020, nous sommes vraiment au tout début de la pandémie. Des experts à Monsieur Tout-le-Monde, le flou est total et nul ne sait où on va et comment nous allons nous en sortir. Et c'est dans ce contexte plus qu'incertain qu'une conférence de presse organisée en visio, Distanciation sociale oblige. une visioconférence donc, va constituer le point de départ d'une nouvelle théorie du complot connue sous le nom du Great Reset. C'est ce que l'on traduit généralement en français par la grande réinitialisation, voire grand reset dans le plus parfait franglais. 2 hommes sont les principaux protagonistes de cette conférence de presse. Le prince Charles et un certain Klaus Schwab. Klaus Schwab, alors ce nom vous dit peut-être rien, mais c'est pourtant une personnalité incontournable, tant du point de vue du monde des affaires que celui de la politique, et c'est vers lui que se concentrent alors tous les regards. Et pour cause, Klaus Schwab, c'est le fondateur du Forum économique mondial. Et à ce titre, c'est un peu l'oracle de la planète finance. Alors commençons, Gaël, peut-être par livrer quelques petits éléments biographiques pour cerner le personnage. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors, Klaus Schwab, c'est un économiste né en 1938 d'un père allemand et d'une mère suisse. Son père, qui était installé en Suisse, rejoint le Reich avec l'avènement d'Hitler au pouvoir en tant que lobbyiste au tout début des années 30. Il y défend les intérêts de l'industrie suisse en Allemagne. Et oui, chez les Schwab, le lobbying, on a ça dans le sang. Une fois la guerre terminée, la famille Schwab est ballottée entre la Suisse et l'Allemagne. Et cela n'empêche pas Klaus Schwab de faire de brillantes études. Et à la fin des années 60, le voilà triplement diplômé d'un doctorat en sciences de l'ingénieur, d'un doctorat en sciences économiques et d'une maîtrise d'administration publique
acquise aux États-Unis à Harvard. Il devient alors professeur de management à l'Université de Genève. En parallèle de sa carrière académique, il fonde le Symposium européen du management, nous sommes en 1971. Un événement annuel qui ne s'adresse au départ qu'à des chefs d'entreprise européens. Et au cours de ces années-là, il entre également au conseil d'administration du groupe Bilderberg. Le groupe Bilderberg dont nous vous parlions dans notre épisode sur le nouvel ordre mondial. Cela lui permet en tout cas de multiplier les contacts. Et après la chute du mur de Berlin, il fait évoluer son Symposium européen du management à la fois sur la forme et sur le fond. Celui-ci devient le Forum économique mondial. Les élites du monde entier y sont désormais conviées. Alors pour aller vite, le Forum économique mondial, c'est sans doute l'un, si ce n'est le plus puissant lobby mondial actuel. Si son siège est à Genève, le Forum est surtout connu pour sa réunion annuelle dans la très chic station de ski suisse de Davos. On parle ainsi volontiers du Forum de Davos, voire même tout simplement de Davos. Ce forum réunit les plus puissants dirigeants d'entreprises et responsables politiques du monde entier, cela pour débattre des problèmes les plus urgents de la planète. Pour le dire autrement, le forum de Davos, c'est à la fois un club de milliardaires et la plateforme culminante du dialogue des grands managers et des élites politiques du village global. Pour les altermondialistes, comme pour les souverainistes, c'est désormais à Davos que se décide la marche du monde, et ce, en dehors de tout contrôle démocratique. Oui, et pour vous donner une idée, on retrouve ainsi au sein du conseil d'administration du Forum de Davos, par exemple, le président de la Banque centrale européenne, le PDG de Goldman Sachs, souvenez-vous, la banque américaine qui a été au cœur du scandale des subprimes en 2008. On trouve aussi le PDG de BlackRock, le numéro 1 mondial de la gestion d'actifs, avec ses 10 000 milliards de dollars d'encours. Petite précision peut-être pour nos auditeurs qui ne possèdent pas tous un doctorat d'économie. Ouais, ou un BTS de comptabilité. Oui, l'encours, c'est la somme d'argent qu'ils ont prêtée et qui n'a pas encore été remboursée. Ah, merci Geoffroy. On apprend toujours des choses dans Tous Parano et c'est ça qu'on aime bien. Enfin bon, 10 000 milliards de dollars, c'est quand même une somme fascinante, quoi. Oui, c'est une somme qui dépasse l'imagination. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est que le financement du forum est assuré par les 1000 entreprises membres. Entreprises dont le profil type est le suivant, une multinationale qui réalise un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards de dollars. Ouais, on est vraiment dans le big business, hein, pas dans la supérette du coin. Et du point de vue idéologique alors, quelles sont les idées défendues par le Forum économique mondial, Geoffroy ? Eh bien, Davos considère que notre monde globalisé doit être co-géré par une coalition de sociétés multinationales, de gouvernements et d'organisations de la société civile, triées sur le volet naturellement, en lieu et place des structures démocratiques classiques. Le Forum milite donc pour qu'une partie du pouvoir détenu par les États, dont le rôle est jugé soit défaillant, soit obsolète, eh bien, soit transféré aux plus grandes compagnies privées. C'est écrit noir sur blanc sur le site internet du Forum économique mondial et dans les statuts de la Fondation. Et on peut d'ailleurs ajouter que malgré son caractère non démocratique, le Forum économique mondial n'est pas une instance élue. L'ONU a mis en place depuis 1998 un partenariat avec lui, permettant une implication croissante des entreprises dans le règlement des affaires mondiales. Voilà en tout cas un certain nombre d'éléments, Gaël, qui montrent bien la puissance de feu de Davos. Et d'ailleurs, le Forum économique mondial, qui se concentrait au départ uniquement sur les problèmes de nature économique, a élargi peu à peu son champ d'intervention ces dernières années. Aujourd'hui à Davos, on parle volontiers de géopolitique, d'écologie, de santé, de questions de société, bref, tout ce qui agite le monde. Vous imaginez bien que l'on peut dire sans trop se tromper que le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, eh bien c'est quelqu'un qui a le bras long. Eh oui. De par sa position clé, il dispose en effet d'un réseau d'amitié inégalé dans le monde. Oui, c'est peut-être le seul homme capable de joindre n'importe qui sur cette terre, simplement en décrochant son téléphone. Il a ton 06, Geoffroy ? À 2 ou 3 degrés à mon avis, là. Et c'est ainsi que lorsqu'il prend la plume pour nous expliquer ce qu'il va se passer ces prochaines années, financiers et gouvernants sont tout ouïs. Tous Parano. Et maintenant que vous êtes plus intime avec Klaus Schwab, eh bien, si nous revenions à la visioconférence de presse dont nous vous parlions tout à l'heure. Une conférence de presse qui marque à la fois le lancement du nouveau programme du Forum économique mondial et d'un nouveau livre manifeste, pourrait-on dire, écrit par Klaus Schwab lors du premier confinement. Un livre et une initiative du Forum qui sont nommés The Great Reset. En substance, il s'agit des préconisations de Schwab pour reconstruire le monde de l'après-Covid. Nous ne sommes, rappelez-vous, qu'au début de la pandémie, mais à Davos, on se projette déjà dans le monde d'après. Et c'est donc le prince Charles, l'invité d'honneur de Schwab, connu pour son engagement en faveur de l'environnement et sa passion pour les nanotechnologies, qui commence par prendre la parole.
Le monde est en crise, dit-il. La pandémie a révélé les failles béantes de la mondialisation. Il faut donc, selon l'héritier du trône britannique, tout repenser, en organisant une nouvelle planification économique afin de reconstruire un monde plus durable. Oui, alors sur le papier, rien à redire, hein. L'exposé est relativement consensuel. Je propose qu'on en écoute un petit morceau. Nous avons une opportunité en or de tirer quelque chose de bon de cette crise. Cette onde de choc sans précédent pourrait bien rendre les gens plus réceptifs au changement. Les crises mondiales, comme les pandémies et le réchauffement climatique, ne connaissent pas de frontières et soulignent à quel point nous sommes interdépendants en tant que peuple partageant la même planète. Et alors que nous passons du sauvetage à la guérison, nous avons une opportunité unique, mais fugace, pour en tirer les leçons et emprunter une voie plus durable. C'est une opportunité que nous n'avons jamais eue avant et que nous n'aurons peut-être jamais plus. Je ne peux donc que vous encourager à voir grand et à agir immédiatement. C'est ensuite au tour de Klaus Schwab de s'exprimer. Il se montre plus précis, plus incisif que le prince de Galles. Un message est martelé, message d'ailleurs qui traverse tout son livre Le Great Reset. La crise du Covid doit être l'événement déclencheur, je cite, d'une transformation de l'humanité, rien de moins. On peut même aller plus loin et dire que la pandémie constitue un événement providentiel pour Schwab. Il faut absolument pour lui mettre à profit cette catastrophe planétaire et tout faire pour ne pas revenir en arrière. Il déclare ainsi, je cite, « Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. Pour faire court, la réponse est jamais. La normalité d'avant la crise est brisée et rien ne nous y ramènera. Car la pandémie de coronavirus marque un point d'inflexion fondamental dans notre trajectoire mondiale. Le monde tel que nous le connaissions pendant les premiers mois de 2020 n'est plus. » Et la conclusion de son intervention est sans équivoque. Une grande réinitialisation du monde va être enclenchée. Un grand reset. Et ce, quoi qu'il en coûte. Merci au virus de Wuhan, le meilleur agent pathogène pour le coup de régénération du système. Schwab dit ainsi « La pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réfléchir, réimaginer et réinitialiser notre monde. Nous nous trouvons à un moment de l'histoire qui ne doit pas être perdu, car il s'agit d'un moment qui peut permettre de changer les règles du jeu. » Reste à savoir quel jeu. Son analyse est d'ailleurs partagée par la directrice générale du FMI, qui prend la parole après lui et ajoute, je cite, « Nous devons utiliser toutes les forces à notre disposition pour faire de cette nouvelle ère une grande réinitialisation et non un grand retour en arrière. » Et c'est enfin au président de Microsoft, Brad Smith, qui compte parmi les intervenants et partenaires de l'opération de s'exprimer. Celui-ci se fait encore plus explicite. Il dit « La pandémie accélère l'adoption des technologies digitales. Du fait du confinement, individus et gouvernements sont mis au télétravail. Les nouvelles technologies et les données de masse vont donc porter cette grande remise à zéro. Ce grand reset, donc, tout le monde est synchro. » Ouais, et petit commentaire d'un Schwab mine satisfaite, et rebondissant sur les mots prononcés justement par le dirigeant de Microsoft, il dit « Beaucoup de leaders d'entreprises technologiques ont noté qu'en quelques mois, nous sommes parvenus à de telles avancées numériques et qu'il aurait fallu, sans cela, plusieurs années peut-être pour y parvenir. » Les auditeurs de la conférence le pressentent. Nous sommes à l'aube d'une révolution, dont on va très vite comprendre la portée politique, économique, sociétale et environnementale. Une révolution qui entend profiter de la pandémie pour changer la destinée de nos sociétés. Et cette révolution dont tu parles, Geoffroy, elle s'inscrit parfaitement dans la continuité de la pensée de Schwab. Le big boss de Davos a écrit quelques années auparavant un autre ouvrage essentiel, dont la lecture permet encore mieux de comprendre ce qui se joue alors dans les couloirs du Forum économique mondial. Oui, ce livre se nomme la 4e révolution industrielle. Schwab définit cette 4e révolution industrielle comme la fusion des identités physiques, numériques et biologiques des individus. Il est plusieurs fois fait référence à ce concept au cours de la conférence de presse de lancement du Great Reset. La grande réinitialisation doit s'appuyer sur la technologie pour lancer cette 4e révolution industrielle. Et ce qui paraît immédiatement sous-tendre la grande réinitialisation, c'est qu'avec l'angoisse suscitée par la pandémie, il y a la question de la sécurité sanitaire. Klaus Schwab déclare ainsi que les smartphones de détection de localisation, les caméras de reconnaissance faciale et autres technologies qui identifieront les sources d'infection du Covid-19 et suivront donc la propagation de la maladie en temps quasi réel peuvent permettre d'ouvrir une nouvelle ère de surveillance sanitaire active.
Le manifeste de Schwab préconise donc clairement de mettre à profit la pandémie pour bouleverser nos modes de vie. Pour le meilleur, diront certains, et pour le pire, affirmeront d'autres. La boîte de Pandore semble, dans tous les cas, bel et bien ouverte. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Reprenons maintenant notre fil chronologique. Nous sommes à l'été 2020 et seule l'expérience du confinement a été mise en œuvre pour lutter contre la pandémie. Il n'y a pas encore de vaccin, encore moins de passe sanitaire ou de QR code. Quasiment personne n'a entendu parler de ce projet de grande réinitialisation qui a été présenté à Davos quelques semaines plus tôt. La saison touristique se prépare et Français et Européens se projettent tout simplement sur la plage ou à la campagne, comme toi Geoffroy peut-être à l'époque, pour des vacances bien méritées après ce début d'année, faut le dire, éreintant. On semble de plus observer pour la première fois un recul notable de l'épidémie. Bref, c'est l'heure d'en profiter. Mais à la rentrée 2020, les cas repartent à la hausse et surtout de nouveaux variants arrivent. Des variants présentés comme toujours plus contagieux. Oui, rappelez-vous, variants britanniques, sud-africains ou encore brésiliens. Une seconde vague est inévitable et son ampleur risque fort de dépasser la première. Et c'est ainsi qu'un second confinement se profile au cœur de l'automne 2020. Mais contrairement au premier confinement, les mesures prises par les gouvernements sont beaucoup moins acceptées. La fatigue commence à gagner les opinions publiques. Il faut dire que ces confinements successifs ont un impact psychologique indéniable sur les populations. Nous restons pour écouter quelques réactions de citoyens sur ce deuxième confinement. Alors moi je suis étudiante, du coup c'est vrai que pour l'instant j'avais toujours les cours en présentiel et actuellement là donc je suis en distanciel, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, rester enfermé. C'est beaucoup moins humain, quoi. Dans ma vie de tous les jours, ça change pas grand-chose parce que je suis en télétravail depuis mars déjà, depuis le premier confinement. C'est juste au niveau des activités, en dehors, le soir on est obligé de rester chez soi, on peut plus aller au bar avec ses amis, ce genre de choses, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai. C'est un peu une chape de plomb, c'est un peu plus difficile à vivre. Le premier c'était nouveau, on avait vraiment le sentiment de devoir être enfermé pour le bien des autres, pour protéger les autres. Contrairement au premier confinement où j'étais présent sur les réseaux sociaux, par exemple, avec quelques un peu d'humour, là, j'ai pas du tout envie de rigoler. Mais ouais, c'est vrai, on n'en pouvait plus. Bref, ne plus se serrer la main, ne plus embrasser, ne plus se toucher. Un recul de la civilité sans précédent auquel on assiste, et c'est vrai que c'était difficile à vivre. Beaucoup se rendent compte que sans contact tactile, nos impressions sensorielles s'altèrent. Et pour ceux qui vivent seuls, elles tendent même à disparaître. Et en parallèle, la dépendance aux technologies numériques et aux univers virtuels s'accentue. Ceux-ci font office de produits de substitution à une sociabilité réduite au minimum. Ah bah oui, tu te souviens de nos apéros Zoom, Geoffroy ? Ah, on a fait quelques épisodes comme ça. Hein. T'as fait un petit peu de binge-watching aussi, t'as regardé de la série, non ? J'ai regardé Tiger King. Ah ouais, bah ouais, voilà. Et la série sur Michael Jordan. Eh oui, The Last Dance, moi aussi. Bref, souvenez-vous, toute notre vie est d'un seul coup rythmée par les écrans à ce moment. Oui, toute une vie où nous étions enfermés, pourrait-on dire, dans une prison virtuelle. Et sur ce sujet, d'ailleurs, c'est intéressant de noter, les mises en garde du forum de Davos ont été éloquentes. Car selon certains experts de Davos, cet isolement social forcé allait provoquer nécessairement une fermeture cognitive impliquant, d'après les psychologues, une façon de penser en noir et blanc et des solutions simplistes. C'est donc, je cite, un terrain propice aux théories du complot et à la propagation de fausses nouvelles. On comprend bien que l'impact psychologique des restrictions rend inévitable les critiques, voire l'essor d'une forme de dissidence. Et les prédictions du Forum économique mondial, finalement, s'avèrent rapidement justes, puisqu'on assiste un peu partout dans les pays occidentaux à la naissance des premières théories conspirationnistes au sujet de la pandémie. Et plus particulièrement l'une d'entre elles qui émerge d'abord sur les réseaux sociaux outre-Atlantique, la théorie du Great Reset façon complot. Alors essayons, Gaël, de résumer comment tout cela s'est progressivement mis en place. Tout part d'abord à l'automne 2020 du Canada, l'un des pays qui a adopté les mesures de restriction les plus dures de la planète. Pour être plus précis, d'une allocution télévisée du plus grand copain de notre Illuminati national, Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien est passionné de déguisement, Justin Trudeau. Oui, passionné, c'est le moins que l'on puisse dire. Je crois qu'on n'a jamais vu un chef d'État immortalisé par les photographes avec autant d'accoutrements qui confinent
le plus souvent ridicule. Gaël, il y en a tellement, je crois qu'on a du mal à en tenir la comptabilité exacte. Ouais, c'est ça. Allez voir sur le net, on ne sait pas si c'est rafraîchissant ou affligeant. On l'a vu déguisé en chef indien, en cow-boy, en maître yogi, en maharaja, et sans oublier... Summum du progressisme. Plusieurs blackface auxquels il a pris visiblement plaisir à s'adonner, avant de se faire attraper par les bien-pensants. Eh bien, Justin Trudeau, qui n'en est donc pas à sa première bourde, eh bien, va en faire une bien belle ici. Et mettre bien malgré lui le feu aux poudres. Eh oui, sans son intervention télévisuelle à l'automne 2020, dont on va vous parler, cet épisode de Tous Parano n'existerait même peut-être pas. Allez Justine, c'est à toi. Le Canada est là pour écouter et aider. La pandémie nous a donné l'occasion d'une remise à zéro. C'est une chance pour accélérer nos efforts débutés avant la pandémie afin de repenser le système économique et faire face aux défis mondiaux comme l'extrême pauvreté, les inégalités et le changement climatique. Alors cette allocution est immédiatement exploitée par plusieurs personnalités médiatiques américaines et canadiennes issues de la droite. Au Canada, une pétition est lancée par le député conservateur canadien Pierre Poilievre pour, dit-il, arrêter la grande réinitialisation. La pétition recueille 80 000 signatures en moins de 72 heures. Et Poilievre déclare, je cite, « Les Canadiens doivent se défendre contre les élites mondiales qui se nourrissent des peurs et du désespoir des gens dans le but d'imposer leur prise de pouvoir. » Et voilà, le Great Reset devient mainstream au Canada. Trudeau répond aux députés « Si des députés conservateurs veulent se concentrer sur des théories du complot, ils le peuvent évidemment, mais nous allons nous concentrer sur les Canadiens. » Force est de constater que l'accusation de complotisme portée par le Premier ministre embarrasse l'opposition, elle agit comme un repoussoir. D'autant plus qu'elle est soutenue par les principaux journaux du pays, qui critiquent la pétition, et selon le Toronto Star, le journal le plus diffusé au Canada, l'initiative de Poilievre donne du souffle au complotisme. Et c'est ainsi qu'Erin O'Toole, le chef du Parti conservateur canadien, prend finalement ses distances avec la pétition. Mais s'il affirme rejeter la théorie du Grand Reset défendue par son collègue au Parlement, il déclare, peut-être un petit peu paradoxalement, que Justin Trudeau et les libéraux veulent utiliser la pandémie pour faire une expérimentation massive et risquée. Waouh, le mot expérimentation est lâché. Et pas par n'importe qui, mais bien par le principal opposant politique de Trudeau. La twittosphère du pays à la feuille d'érable s'enflamme. Au même moment, aux États-Unis, la bataille électorale bat son plein. Trump contre Biden, c'est la dernière ligne droite dans la course présidentielle. Des supporters de Trump vont alors faire le rapprochement entre le slogan de campagne de Joe Biden, « Build Back Better », littéralement reconstruire en mieux, et ce Great Reset qui avait été monté en épingle par leur cousin conservateur canadien. Joe Biden serait lui aussi au cœur du complot, à l'instar de Justin Trudeau. Joe Biden est soutenu par Wall Street, la Silicon Valley, Hollywood et quasiment tous les dirigeants occidentaux, bref, par toutes les élites. L'unanimité autour de sa candidature attise naturellement la thèse d'une conspiration chez les supporters de Trump, qui considèrent le président sortant comme le seul leader mondial qui pourrait empêcher la mise en œuvre de cette grande réinitialisation. Une intense campagne de dénigrement débute. Des articles qui expliquent les contours du plan secret qui serait mis en œuvre en cas de défaite de Trump se multiplient comme des petits pains. Biden y est systématiquement présenté comme le pantin du forum de Davos. Et une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux devient virale. Oui, cette vidéo est à l'origine du boom de la théorie du complot du Great Reset aux États-Unis. Oui, il s'agit d'un montage réalisé par un supporter de Trump où l'on entend les soutiens de Biden répéter à l'envi son slogan accompagné de formules toutes faites qui sont étonnamment proches de celles entendues à Davos pour le lancement du Great Reset. Alors c'est une sorte de compilation très choc, mais de nombreux internautes vont alors considérer qu'il s'agit de la preuve que le projet du futur président américain, Build Back Better, et le programme du Forum de Davos, le Great Reset, sont les deux faces d'une même pièce. Et on trouve d'ailleurs sur Twitter cette vidéo accompagnée le plus souvent du hashtag Great Reset. Et la liste des personnalités présentes dans cette compilation impressionne. On a Tony Blair, Hillary Clinton, Greta Thunberg, Bill Clinton, Boris Johnson, Barack Obama, Bill Gates, Kamala Harris, le prince Charles, Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, Justin Trudeau et bien sûr notre incontournable Klaus Schwab. Tous réunis pour notre plus grand bonheur. Alors on va pas tout vous faire écouter, c'est quand même assez visuel, mais voici quand même un petit extrait. It's a very pertinent question to ask, how do we build back better? To build back better or whatever.
We have a chance to reset the clock and build back better than before. To build back better than before. Joe Biden calls it build back better. Build back better. Building back better. To do things differently. To build back better. We're going to build it back better. And build it back better. Tous parano. Moi, je suis parano. Nous voici maintenant début novembre 2020. Joe Biden vient d'être élu président des États-Unis et en France, on ne parle toujours pas de cette nouvelle théorie du complot qui s'est propagée pourtant comme une traînée de poudre sur le nouveau continent. Mais c'est finalement par le biais d'un film que l'on va commencer à s'intéresser au Grand Reset. Le 11 novembre 2020, le documentaire Hold Up est diffusé sur Internet. Oui, rappelez-vous, nous avions déjà parlé de ce film dans notre épisode consacré à l'origine du Covid, lors de notre première saison. Et dans ce film que l'on peut qualifier de premier blockbuster conspirationniste français, une thèse est notamment développée. La pandémie de Covid-19 est l'arbre qui cache la forêt. Un plan mondial de contrôle, de manipulation et de destruction de la population, qui serait nommé le Great Reset, a été mis à exécution. Bon, allez, on résiste pas à vous remettre une petite louche de Hold Up. Un plan global appelé Great Reset est en cours. Son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité. Derrière les dirigeants du monde, qui sont complices, et les exécuteurs de ce projet infernal, il y a des personnes sans scrupules qui financent le Forum économique et mondial, faisant la promotion de leur agenda. Monsieur le Président, j'imagine que vous savez déjà que dans certains pays, la grande réinitialisation sera activée entre la fin de cette année et le premier trimestre 2021. Ce film met les réseaux sociaux de la complosphère en ébullition et la théorie du complot du Great Reset prend corps dans nos contrées. Les élites financières mondiales et les dirigeants des pays riches auraient laissé délibérément le coronavirus se répandre pour plonger le monde dans le chaos. Et pour les conspirationnistes, les preuves du complot se trouvent dans le livre de Klaus Schwab, The Great Reset. Si l'ouvrage n'avait pas suscité d'intérêt lors de sa parution quelques mois plus tôt, il est désormais abondamment cité par des milliers d'internautes francophones. Des sites web consacrés au Great Reset sont même créés. L'engouement sur la toile pour cette nouvelle théorie est tel que les médias institutionnels commencent peu à peu à y consacrer des articles. Ces derniers vont alors systématiquement caricaturer les complotistes du Great Reset, décrits comme des illuminés. Oui, certains médias écrivent ainsi que de nombreux partisans de la théorie pensent que le virus n'existe tout simplement pas. Oui, ou que selon eux, le but caché de la grande réinitialisation consisterait à éradiquer purement et simplement une partie de la population mondiale. Tout en injectant à tour de bras des vaccins contenant des puces, afin de contrôler les masses. Et que les autorités n'hésiteront pas à enfermer dans des camps d'isolement tous ceux qui refuseront de se soumettre à ces nouvelles règles. Nous avions déjà évoqué tout cela dans notre épisode consacré au nouvel ordre mondial. Et on peut même trouver certains grands médias de tendance libérale qui vont expliquer que le complot du Great Reset n'a aucun fondement, et ce, malgré l'ouvrage de Schwab. Bref, si on souhaitait conforter tous ceux qui croient à l'existence d'un complot qu'on leur cache la vérité, on ne s'y prendrait pas autrement. Tous parano. Un exemple clair de ce que nous venons de dire, la question de la propriété privée. La théorie du complot soutient en effet que l'un des principaux objectifs de la grande réinitialisation serait d'instaurer un régime totalitaire qui abolirait le droit de propriété. Évidemment, la ficelle paraît bien grosse. Quelqu'un qui considérait avec sérieux cette hypothèse n'aurait-il tout simplement pas perdu la raison ? Peut-être, ou alors il aurait lu un article ou vu une vidéo réalisée par le Forum mondial en 2016. Et oui, une vidéo qui a été exhumée l'an dernier, par la complosphère bien sûr, et qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Elle se nomme 8 prédictions pour le monde en 2030. Alors, qu'est-ce qu'on y voit dans cette courte vidéo qui ne dure finalement que 1 minute 30, Geoffroy ? Eh bien, un résumé des principales tendances pour l'avenir selon Davos. Les 8 prédictions s'affichent à l'écran sous forme de texte, et c'est ainsi qu'on découvre, par exemple, qu'à l'horizon 2030, on ne transplantera plus d'organes, mais qu'on les imprimera directement via des imprimantes 3D, qu'on ne mangera plus de viande. Pour le bien-être de la planète et pour sa santé. Tout à fait, ou encore qu'il y aura 1 milliard de réfugiés supplémentaires que les Occidentaux devront accueillir. Mais c'est surtout l'une des prédictions qui va retenir l'attention des partisans de la théorie du complot du Great Reset. C'est d'ailleurs la toute première des 8. Oui, la vidéo s'ouvre avec cette prédiction, je cite « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Waouh !
vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Voilà une phrase bien fascinante. Oui, c'est sans doute la phrase la plus emblématique de la théorie du complot du Great Reset. Alors, il nous faut peut-être aussi décrire ce qu'il se passe à l'écran, parce que c'est tout aussi fascinant. On y voit en effet un homme blanc d'une trentaine d'années, avec l'allure typique du bobo, qui nous regarde face caméra de manière, il faut le dire, assez inexpressive. Mais dès que la phrase « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux » s'écrit à l'écran, eh bien, Gaël, son attitude change et il nous gratifie de son plus grand sourire. Visiblement, lui, il est content. Ouais, c'est vrai, on pourrait même se croire dans une pub pour Colgate. Bon, très intéressant également de décrire le plan qui suit, non ? Tout à fait, puisqu'on y voit un drone déposer un colis sur le perron d'une maison. On reconnaît bien les drones d'Amazon, même si le nom du géant du commerce en ligne n'est évidemment pas mentionné. Et une fois que le colis est déposé et que le drone s'envole pour une nouvelle destination, la phrase « Vous pourrez louer tout ce que vous voulez et vous serez livré par drone » s'écrit à l'écran. Ouais, chouette, ça c'est excitant. Ça veut dire que c'est des entreprises comme Amazon qui posséderont tout et qu'on ne possédera rien, mais par contre qu'on pourra payer pour louer des trucs plutôt que de les acheter, c'est ça ? Je comprends la même chose que toi. Bon, en tout cas, si cette phrase emblématique répétée à l'envi par les partisans de la théorie du complot... Ouais, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. On s'en lasse pas. Cette phrase n'a jamais été dite ou écrite par Klaus Schwab, contrairement à ce que l'on peut lire ici ou là sur les réseaux sociaux. Elle figure bien, par contre, dans une vidéo émise par son organisation, comme on vient de vous le dire. Donc ce spot de communication qui vante un futur où le leasing remplacera l'achat et sera garant du bonheur, car il faut toujours bien profiter des bienfaits d'une société matérialiste, eh bien ce spot se retourne contre ses auteurs. Bah oui, puisque sa formulation est facilement instrumentalisable. C'est comme si l'orwellien Big Brother de 1984 nous adressait une injonction à être heureux. Il n'en faut pas plus pour alimenter la théorie du complot et ses ficelles manipulatrices. Et c'est sûrement ça le plus étonnant avec cette théorie du complot. Si on prend les arguments avancés par ceux qui y croient, on va systématiquement trouver des éléments, que cela soit des discours ou des faits, qui vont, il faut bien le dire, donner un minimum de crédit à la théorie. Des éléments qui empêchent pour le moins de tout rejeter en bloc. Je sens qu'ils nous écoutent. Tous parano. Nous allons maintenant nous intéresser à l'un des arguments des complotistes les plus répandus. Klaus Schwab aurait infiltré les gouvernements des pays les plus puissants du monde et phagocyté les conseils d'administration des plus grandes entreprises de la planète. Pour être clair, ce que les complotistes dénoncent, c'est que des hommes et des femmes totalement dévoués aux idées et aux projets du gourou de Davos auraient été massivement catapultés aux postes les plus stratégiques. Alors là, encore, la ficelle paraît bien grosse, non Geoffroy ? Elle paraît bien grosse, mais pourtant, pour qui cherche un peu, on tombe sur une émanation du forum de Davos, les Global Young Leaders, et là, tout devient possible. Ouais, les Global Young Leaders ont été fondés par Schwab en 2004. C'est une sorte de formation accélérée destinée aux futurs membres de l'élite politique et économique mondiale, dispensée au sein du Forum de Davos. Et concrètement, ce sont des hommes et des femmes entre 28 et 38 ans qui sont recrutés en raison de leur très haut potentiel et qui vont passer 5 ans à suivre un programme. Moi, on m'a pas appelé, par exemple, pour que j'y aille. Le contenu de cette formation reste un mystère. Personne ne sait quels sont les thèmes des différents séminaires. Ce culte du secret a évidemment pour effet d'attiser toutes les suspicions chez les complotistes. Et oui, mais précisons aussi que ce programme des Global Young Leaders a succédé à un programme plus ancien, les Global Leaders for Tomorrow, fondé également par Schwab d'ailleurs en 1993. Et la liste des alumni ? Alumni ? Tu veux dire les anciens participants au programme, c'est ça ? Tout à fait. Eh bien cette liste, Gaël, elle donne le vertige. Alors on va faire un peu de name dropping, mais bon, rassurez-vous, vous allez reconnaître les noms d'à peu près tous ceux qu'on va citer. Tu commences ? Ok, je retiens mon souffle parce que elle est longue, mais on va faire une liste non exhaustive. Allez, d'abord le côté business. Mark Zuckerberg pour Facebook, Larry Page et Sergey Brin pour Google, Bill Gates et Paul Allen pour Microsoft, Jeff Bezos, Amazon, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, Richard Branson, le fondateur de Virgin. Et puis côté politique, citons Tony Blair, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel. Oui, ainsi que 2 anciens présidents de la Commission européenne, José Manuel Barroso ou Jean-Claude Juncker. Il était jeune, lui, dans sa vie. C'est ça, petite poussée de progéria quand même. Bon, si l'on se penche maintenant sur les petits derniers qui sont fraîchement sortis de la formation dispensée par Schwab et ses sbires, citons pour le Team France, 2 des meilleurs élèves de la Macronie, Gabriel Attal et Marlène Schiappa. Et il y en a plein d'autres, puisqu'ils sont environ 100 par an à être cooptés chez les Young Leaders.
D'ailleurs, on pourra remarquer la surreprésentation parmi les responsables qui ont géré la crise du Covid de ces Young Leaders. Une surreprésentation qui ne doit bien sûr rien au hasard pour tous ceux qui croient à la théorie du Great Reset. Et oui, parce qu'on vous gardait le meilleur pour la fin. En plus de tous ceux qu'on a déjà cités et qui appartiennent au formidable réseau des Young Global Leaders, s'ajoutent les dirigeants suivants, tous en poste lors de la pandémie. Les mauvaises langues pourraient dire tous coordonnés et agissant comme un seul homme en prenant les mêmes décisions, en adoptant les mêmes restrictions, parfois à quelques heures d'intervalle. Allez, c'est parti, on se fait la liste. Nous avons donc Jacinda Ardern, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, qui a mis en place le confinement sans doute le plus dur des pays occidentaux. Justin Trudeau, évidemment. Notre ami as du déguisement. Emmanuel Macron. Notre Illuminati national. Boris Johnson. Le premier ministre britannique qui faisait apparemment pas mal la fête pendant le confinement. Et pas en virtuel. Hein. Sebastian Kurz. Le président autrichien, l'Autriche, l'un des seuls pays qui a rendu la vaccination obligatoire. Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne et principale négociatrice de l'achat des vaccins anti-Covid. Allez, on continue et puis c'est encore savoureux. Stéphane Bancel. Le patron de Moderna. Albert Bourria. Le patron de Pfizer. Et enfin, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pas facile à dire, mais c'est quand même le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je me suis entraîné. Bref, que du beau monde. Tous en première ligne pour gérer la pandémie et tous reliés à Schwab et au Forum économique mondial. C'est beau quand même. Visiblement, les hommes de Schwab sont partout et la vision du Forum économique mondial est imposée donc par l'entremise des Young Leaders. Klaus Schwab lui-même l'admet. On pourrait même dire qu'il s'en vante. Nul besoin de cacher la pénétration des cabinets gouvernementaux par ces hommes. Écoutez cette interview donnée en 2018. Ce dont nous sommes très fiers maintenant, avec la jeune génération, comme le Premier ministre Trudeau, le président de l'Argentine, et ainsi de suite, c'est que nous pénétrons dans les cabinets. Hier, j'ai assisté à une réception en l'honneur de M. Trudeau, et je sais que la moitié de son cabinet, ou même plus de la moitié, est passé par nos Global Young Leaders du Forum économique mondial. Tous parano. Nous venons de le voir, selon les complotistes, la toile tissée par Schwab lui permettrait de faire avancer l'agenda du Forum économique mondial. La création des Young Leaders consisterait en fait à la première étape du plan du Great Reset, permettant d'unir sous un même étendard une caste mondiale consciente de sa domination. Nous allons maintenant entrer dans le détail des étapes suivantes du plan. En commençant par ce qui constitue sans doute le point cardinal de la théorie du complot du Great Reset, la création d'un réseau de surveillance mondiale. Et pour les complotistes, le passeport vaccinal, c'est le cheval de Troie des hommes de Davos, puisqu'il constitue le prélude au traçage de la population et donc, in fine, à son contrôle total. C'est l'opinion, par exemple, d'un ingénieur français qui se nomme Philippe Guillemant et qui est chercheur au CNRS en intelligence artificielle à Aix-Marseille. Il dit ceci. Ceux qui sont pour l'obligation du port du masque sous-estiment grandement le fait que le masquage était un prélude à la vaccination, qui elle-même est un prélude à l'identification numérique puis au traçage humain. Cela a pour objectif final l'analyse en temps réel de tous nos gestes, déplacements et rencontres par des programmes informatiques. Je le sais, c'est ma spécialité. Or, cette perspective est à mes yeux bien plus grave que n'importe quelle bombe atomique ou guerre mondiale. Voilà, vous comprenez, il mâche pas ses mots. Alors, je sais pas si je suis parano, mais enfin, s'il dit ça, c'est parce que c'est vrai que depuis plusieurs années, eh bien, il y a une numérisation galopante. Mais avec le passeport vaccinal, on change de dimension. Car la nouveauté la plus fondamentale, c'est que désormais, c'est notre smartphone qui est devenu la porte d'entrée de l'identification numérique. Et qui dit smartphone, dit possibilité de géolocaliser, de suivre les déplacements de quiconque et d'en faire l'historique. Et puis à partir du moment où on y a intégré des données de santé théoriquement confidentielles, on peut se demander en effet ce qui peut empêcher les autorités d'aller plus loin. Et ce qui met de l'eau au moulin des conspirationnistes, c'est que cette généralisation de l'identification numérique a été décidée en 2015 par les Nations Unies pour 2030. À cette date, nous devrions tous avoir une identité numérique. Tout le monde sera concerné, y compris, d'après les études, le milliard de personnes encore dépourvues aujourd'hui de papier d'identité. Et donc cette identité numérique unique permettra à tout le monde d'être identifié partout, en tout lieu et en toutes circonstances. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre identifiant numérique sera basé sur des données biométriques, mais pas que. Des données financière, par exemple son compte bancaire, éventuellement son profil internet avec ses comptes Facebook, ses comptes Gmail, ou encore
vaccinale. En clair, ce sont de multiples informations personnelles, ne se limitant pas à l'état civil, qui seront donc intégrées à l'identité numérique. La mise en place de l'identité numérique apparaît donc comme le premier pas vers l'établissement d'une société à 100% digitale, technologique et fluide. Je ne sais pas ce qui est fluide là-dedans. En tout cas, ce qui rend parano ceux qui croient à la théorie du complot du Great Reset, c'est qu'ils considèrent que cette identification numérique fait courir de nombreux risques. Fuite, croisement ou revente de données, cyberattaque et surtout, surveillance de masse. Et au niveau de l'Union, la Commission de Bruxelles réfléchit actuellement à sa propre version de l'identité numérique, qu'elle aurait baptisée European EID. Le député roumain qui s'appelle Cristian Terès, qui siège au sein du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, fait partie du groupe de travail qui planche sur cette question. Et si on vous en parle, c'est parce qu'il a donné récemment un entretien dans lequel il a expliqué dans un registre qui est un petit peu celui du lanceur d'alerte, les dangers que font peser ce projet concernant la vie privée des citoyens européens. Écoutez-le. Cela suit le même chemin qu'en Chine. Et ce qu'ils veulent faire, c'est attribuer une chaîne alphanumérique à chaque citoyen de l'UE qui restera avec vous durant votre vie. Et ça sera votre identifiant unique. Ainsi, lorsque vous vous connecterez en ligne, lorsque vous vous connecterez à votre compte bancaire, quand vous irez quelque part, vous aurez votre identifiant avec vous. Ensuite, vous avez ce qu'ils appellent l'identifiant de portefeuille européen. Votre passeport, tous vos comptes bancaires, toutes vos cartes de crédit seront au même endroit et seront connectés à votre EID. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons ça la chinification de l'Europe. Ils ne peuvent pas le faire du jour au lendemain, parce que s'ils le faisaient, si dès demain tout le monde avait un score social comme en Chine, alors toute l'Europe serait dans la rue. Chinification. Cristian Terès fait allusion au système de crédit social chinois qui apparaît aujourd'hui comme une parfaite illustration des tendances totalitaires du régime de Pékin. Peut-être on pourrait un peu développer cette notion-là, non ? Ah bah oui, volontiers. Qu'est-ce qu'on peut dire ? En Chine, depuis janvier 2018, Gaël, toute personne dispose d'un numéro de crédit social intégré à la puce électronique de sa carte d'identité. Le système mis en place, il octroie des points en fonction du comportement de chacun. L'objectif est, selon le régime communiste, je cite, d'augmenter le niveau de vertu des citoyens. Ouais, on est un peu dans Black Mirror. C'est un système de récompense et de pénalité pour ceux qui ne respectent pas les règles édictées. Concrètement, chaque personne se voit attribuer une note, échelonnée entre 350 et 950 points, et cette note est fondée sur les données dont le gouvernement dispose à propos du statut économique et social des citoyens chinois. Et plus on est haut placé dans les hiérarchies sociales, évidemment, plus la note est élevée. Enfin, évidemment, c'est une société communiste ou pas ? Moi, j'arrive plus à comprendre. Oui, c'est vrai, pardon. Mais bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes droits quand on est dans la rue ou quand on a un beau costume dans les assemblées. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que en fonction des agissements des individus, la note fluctue. Que ce soit à la hausse, d'ailleurs, ou à la baisse. Si on est condamné, par exemple, pour un délit, ou pire, si l'on se soustrait à une décision de justice, ou que l'on contracte une forte dette, on voit sa note s'effondrer. Et le plus pernicieux, c'est que lorsqu'on voit son score baisser, les restrictions se multiplient. Ainsi, lorsqu'on atteint le niveau le plus bas, il devient par exemple impossible d'acheter des billets d'avion ou de train, mais aussi des biens immobiliers, de séjourner dans des hôtels, de scolariser ses enfants dans des écoles privées, d'aller au restaurant ou en boîte de nuit, bref, d'avoir une vie normale. Ça ne te rappellerait pas un petit peu les mesures prises pour emmerder les non-vaccinés en France ? Qu'est-ce que t'es caustique, toi ? Bon, évidemment, les partisans de la théorie du complot du Great Reset font le rapprochement. Surtout que la pandémie du Covid-19 a permis à la Chine d'augmenter l'impact de son système de crédit social, notamment par l'usage des listes noires supplémentaires et des restrictions de voyage appliquées aux particuliers soupçonnés de ne pas respecter les règles de confinement. Et à cela, on peut ajouter que tout le système est rendu opérationnel par le fleuron de la tech chinoise Alibaba, l'Amazon de l'Empire Céleste fondé par Jack Ma. Ancien Young Global Leader, comme on le disait tout à l'heure. Un système qui repose sur des outils de surveillance globale et utilise les technologies d'analyse du big data afin d'établir un réseau dit de confiance. Oh, c'est joliment dit. Bah alors je veux bien. Ce que dénoncent en tout cas les complotistes, a bien une réalité. Alors naturellement, à l'heure actuelle, ce n'est pas chez nous que ça se passe, mais force est de constater que ça existe bel et bien en Chine. Et lorsqu'on écoute Klaus Schwab, on peut quand même se demander si le pire chez nous n'est pas à venir. Un passage de son livre The Great Reset anticipe ainsi la possibilité d'aller plus loin même que les Chinois. Parce que c'est possible.
Je sais pas, chinification, c'est pas assez en fait. Le régime de Pékin a mis en place un incroyable système de contrôle, mais celui-ci repose sur l'exploitation de données que l'on peut qualifier d'objectives. Schwab, lui, estime que la technologie peut permettre de toucher à quelque chose de plus subjectif, de pénétrer de l'intimité même des personnes, c'est-à-dire leurs pensées et leurs sentiments. Oui, il dit les technologies pourraient aider tout aussi bien à l'identification des personnes, à leur localisation, ça on a compris, mais aussi à communiquer les pensées et les humeurs des individus via la captation des zones cérébrales ou autres signaux. Klaus Schwab est auteur de science-fiction qui ne se connaît pas. Après avoir reconfiguré nos vies, transfusé l'économie, redessiné les relations sociales, les algorithmes vont-ils prendre en charge la gestion de notre bien-être pour le compte de nos gouvernements ? Eh bien, le chantre du Vendée Globe et du Puy du Fou, Philippe de Villiers, que nous convoquons régulièrement dans nos épisodes, le croit, lui en tout cas. Ah, le vicomte. C'est bien que tu le cites parce que tu sais que la lecture de ses livres, qui flirtent très souvent avec le complotisme, constitue un peu mon péché mignon. Ah, c'est bien que tu l'avoues déjà, on a tous des plaisirs coupables. Bref, de Villiers donc. Quand même, il dit des choses intéressantes sur le Great Reset dans son dernier livre, Le jour d'après. Il parle notamment de la mise en place, je cite, d'une société panoptique, c'est-à-dire une architecture carcérale circulaire et intégralement transparente dont on ne s'échappe pas. Une société où, de partout on nous regarde, une société sans angle mort. En clair, une ère nouvelle où la vie privée se restreint de jour en jour, et ce n'est pas Klaus Schwab qui dirait le contraire. Écoutons-le. Ce qui est clair dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Naturellement, ça devient, intégré dans votre personnalité, mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Ça a la possibilité de nous faire plus responsables de ce que nous faisons. De quoi laisser imaginer pour les complotistes, en tout cas, un futur dystopique où, porteurs en permanence de notre identité numérique, nous serons tous tracés en temps réel et où nos fréquentations, nos opinions, nos pensées les plus personnelles n'auront plus aucun secret pour ceux qui seront en mesure d'exploiter nos données. Alors une question, si le XXe siècle a été le siècle du triomphe du modèle américain et de la démocratie libérale, le XXIe siècle peut-il être celui de la consécration du modèle chinois et du contrôle social ? Bientôt tous chinois. Attends, là faut faire une pause parce que j'ai des vertiges. Je crois que je deviens plus que parano. C'est possible. Super parano. Il y a quelques mois, le ministre de la Santé belge a reconnu que la fermeture des commerces en Europe n'était pas vraiment sanitaire, mais psychologique. Il a dit « Il fallait en effet créer un électrochoc ». La fermeture des petits commerces pour passer aux achats en ligne, le télétravail pour apprivoiser la technologie au sein de chaque foyer, le téléenseignement pour ouvrir la voie à l'école à distance, la distinction entre essentiel et non essentiel pour préparer la fin de tous les métiers de la vieille économie condamnée d'avance pour la big tech. Autant d'éléments qui, pour les conspirationnistes, montrent que le Great Reset est en marche. Mais que dit Klaus Schwab sur le sujet qui pourrait laisser penser cela ? Rassure-toi, il n'est jamais décevant, il est même plutôt radical, je cite. Avec la simplification du travail, les algorithmes sont à même de remplacer plus facilement les humains. Voici venir l'âge du robot. L'homme est de trop. Nous voilà projetés dans la société sans contact et en même temps dans la post-économie sans emploi. Avec les robots et les algorithmes, le capital se substituera de plus en plus au travail et seule l'économie nouvelle en sera bénéficiaire. Mais que la nouvelle économie en soit le principal bénéficiaire, eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à en douter. Un exemple, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, eh bien, tu sais de combien il a augmenté sa fortune personnelle pendant les 4 mois du premier confinement ? Un peu plus que moi. Sans doute, puisqu'il a augmenté sa fortune de 24 milliards de dollars. Ah bah voilà, j'ai gagné. Bon, on peut frémir aussi avec cette étude de 2016, qui nous vient de l'université d'Oxford et qui est parvenue aux conclusions suivantes. 86% des emplois dans la restauration, 75% des emplois dans le commerce, 59% des emplois dans le divertissement seront automatisés d'ici 2035. Autrement dit, des dizaines de millions d'emplois devraient être détruits. Tout se passe donc comme si l'économie réelle allait bientôt imploser.
De quoi en tout cas laisser dire au directeur général de Microsoft que nous allons assister à une deuxième vague de transformation numérique qui, je cite, balayera toutes les entreprises et toutes les industries. Un coup de balai, ah bah voilà, c'est explicite. Le numérique, allié à la robotisation et l'intelligence artificielle, pourra donc achever d'éradiquer les derniers fleurons de l'économie à l'ancienne, laissant des millions de travailleurs sur le carreau. Et il n'en faut pas plus pour imaginer l'étape d'après, la disparition de la classe moyenne. C'est bien entendu les complotistes qui parlent comme ça, mais du côté du Forum économique mondial, eh bien il semble que cet avenir soit également redouté. C'est incroyable, mais cette évolution serait déjà anticipée par les hommes de Davos, puisque serait prévu, pour les déclassés, un revenu de base universel. Et ce qui est amusant quand même, c'est que les socialistes utopiques en avaient rêvé au 19e siècle, et ce sont finalement les néolibéraux du 21e qui pourraient en faire une réalité. Ou comment l'utopie d'un monde meilleur s'est retournée en une dystopie du meilleur des mondes. Oh, Billon, t'es inspiré, quelle belle formule, Geoffroy. Que l'on doit à Philippe de Villiers. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Revenons un instant, si tu le veux bien, sur cette histoire de revenu de base universel. Une idée récurrente dans le crâne lisse de Klaus Schwab. Oui, cette idée de revenu de base universel, tout le monde en a entendu plus ou moins parler. Il s'agirait d'octroyer une allocation minimum à tous, sans restrictions spécifiques. Alors bien sûr, cette idée connaît de nombreuses variantes, mais nous allons nous concentrer sur la version du Forum de Davos, dans la droite ligne, bien sûr, du Great Reset. Et on peut lire notamment sur le site web du Forum mondial un article intitulé « Le coronavirus nous a montré pourquoi nous devons mettre en place un revenu universel de base ». Voilà, c'est dit. Et en voici le résumé, je cite. L'économie mondiale va basculer dans la dépression à cause des conséquences de la pandémie. Dans le même temps, les systèmes sociaux de redistribution créent un piège à pauvreté, empêchant les gens de prendre un travail. Un revenu de base augmenterait l'incitation à prendre tout emploi disponible. Alors je me permets quand même, Gaël, de traduire pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas tous familiarisés avec la novlangue de Davos. Ah vas-y, avec plaisir. Alors voilà comment je dirais les choses. Nous les riches, on n'est pas assez riches. On va donc faire pression sur les milliards de pauvres pour continuer à s'enrichir. On va donc les obliger à accepter n'importe quel job. De toute façon, c'est les seuls qui resteront. On n'a qu'à leur filer un petit pécule, ça leur permettra de continuer d'acheter nos produits tout en étant obligés de travailler pour nous quasi gratis. Enfin, je suis pas déçu de ta traduction. Enfin, j'ai l'impression que tu as regardé trop de vidéos de Richard Détente, toi. Oui, mais à la cool, Moi, j'aime bien pour me relaxer, un petit peu. Richard Détente, ça a l'air de marcher. Enfin, ça fait toujours son petit effet parano. Bon, qui c'est ce Richard Détente ? Oui, rapidement, Richard Détente, c'est un conseiller financier qui a une chaîne YouTube qui a pas mal de succès et qui se situe dans l'entourage de l'économiste qu'on pourrait qualifier vite fait de libertarien, Charles Gave. Économiste controversé, fondateur de l'Institut des Libertés, un think tank qui est quand même bien à droite et qui flirte souvent avec des théories conspirationnistes. Et Richard Détente, qui est plutôt crispé sur le sujet du revenu universel, considère que sa mise en place, telle qu'elle est imaginée par les hommes de Davos, qu'il nomme des parasites, selon ses mots, n'aurait finalement pour seul objectif de tuer, je cite, toute velléité du peuple à contester le pouvoir en place dans un contexte de montée cauchemardesque des inégalités. Autorisons-nous, parce que tu sais que j'aime bien ça, une analogie historique avec la Rome antique. Ah, une petite toge. Les élites impériales, elles savaient déjà comment jeter la paix sociale. Du pain et du jeu, c'est ça ? Oui, fameux slogan qui est d'ailleurs apparu au moment même où l'Empire a amorcé sa décadence. Ah, alors est-ce que le revenu universel ne reviendrait pas un peu au même ? La réponse est un peu dans la question, mais pour que le nouveau système économique serve parfaitement les intérêts de l'élite dominante, pour les complotistes, mettre en place un revenu universel de base n'est pas suffisant. Et pour les hommes de Davos, il faut aller plus loin. Supprimer l'argent liquide. Oui, plus de monnaie physique, place à la monnaie numérique, parfait complément de l'identité numérique. Il ne faut pas s'imaginer qu'il s'agit simplement d'élucubration complotiste, c'est vraiment dans les tuyaux du Great Reset. Tous parano. À quand remonte la dernière fois où vous avez déposé des pièces dans un poste à péage, par exemple, en voiture ? Et depuis le Covid, on s'est tous habitués à payer des toutes petites sommes avec ces cartes bleues. Ce qui était au départ une précaution sanitaire est devenu une nouvelle normalité. Moi, c'est vrai, j'ai quasiment plus de pièces dans les poches maintenant. Et très bientôt, les applications de paiement remplaceront nos portefeuilles physiques. La monnaie numérique va en effet se généraliser dans les années qui viennent. Certains États ont déjà entamé leur mue. Par exemple, l'Inde, qui a rappelé quand même 86% de son
son argent liquide en 2016. Deux autres exemples plus proches en Europe, le Danemark qui a cessé d'imprimer de la monnaie en 2017, ou encore la Suède où plus de 80% des transactions sont désormais numériques. La Suède s'est d'ailleurs engagée à devenir la première société entièrement sans espèces d'ici 2023. Donc tout ça est possible. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que 2023, ça correspond au lancement de l'euro numérique dont la mise en place a été décidée par la Commission. Alors pourquoi, Gaël, les complotistes craignent-ils la monnaie numérique ? Certains parlant même de Great Reset monétaire. Au-delà de ne pas pouvoir donner la pièce au SDF, en fait, il y a plusieurs risques. Il y a d'abord celui qui pèse sur les petites banques. Si les particuliers détiennent directement leurs euros numériques, puisque le système ne nécessite pas d'intermédiaire, les banques de détail deviennent inutiles. Et privées de cet argent des déposants, elles ne peuvent plus financer l'économie. De quoi redouter des concentrations bancaires encore plus importantes qui ne laisseront place qu'aux géants mondiaux du secteur. Et aussi, de quoi redouter une déconnexion, là aussi encore plus conséquente que celle qu'on observe aujourd'hui entre l'économie financière et l'économie réelle. Un deuxième risque est pointé aussi, la généralisation de la monnaie numérique va faire peser des risques inédits pour la vie privée, puisque la monnaie numérique permet, par définition, la traçabilité des transactions. Et oui, dès que le premier euro numérique arrivera sur votre compte bancaire, il sera tracé. L'État aura une vision en temps réel d'absolument tout ce que vous allez faire avec votre argent. Les gens sauront que tu achètes des livres de Philippe de Villiers, par exemple. Ou de Garton Sick, pour ceux qui comprennent. En tout cas, c'est ce que dénonce Éric Verhaeghe. Éric Verhaeghe, voilà bien quelqu'un qui a une sacrée trajectoire. On va vous le présenter. Il est né dans un quartier pauvre de Liège, d'un père maçon et d'une mère sans emploi, et il est devenu énarque, tout en renonçant à sa nationalité belge pour devenir français. C'est donc un haut fonctionnaire, mais il est aussi entrepreneur et essayiste, et également connu pour être le fondateur du blog Le Courrier des Stratèges. Il a pas mal écrit sur la question du Great Reset, et pour lui, je cite, « Il faut arrêter de vivre comme des esclaves ou des soumis ». Écoutons-le nous mettre en garde sur ce que cache selon lui la mise en œuvre de l'euro numérique. Éric Verhaeghe. Le jeton numérique, l'euro numérique, la Banque centrale européenne saura en permanence où il se trouve et à qui il a appartenu. C'est-à-dire que lorsque vous irez acheter votre pot de yaourt, avec votre carte de banque, votre wallet, hop, on va dire le jeton 0001 de Monsieur Dupont appartient maintenant à Monsieur Durand, marchand de yaourt. Et donc ça permettra de suivre, de faire la traçabilité de la monnaie. C'est dangereux parce que, bien entendu, la Banque centrale européenne pourra décider d'abord de bloquer n'importe quelle transaction. C'est-à-dire de dire dans sa machine, le jeton 00001, il est désactivé et il ne peut plus circuler. Ou il ne peut plus servir à acheter des médicaments, à acheter une place de théâtre si vous n'êtes pas vacciné. C'est-à-dire que la Banque centrale pourra contrôler l'ensemble de votre vie par la monnaie. Bon, t'as compris, fini le théâtre, quoi. Alors, en même temps, moi, je n'y vais jamais, de toute façon, donc c'est pas si grave. Non, avec les bonnes lectures. En tout cas, Éric Verhaeghe nous parle ici d'une incursion inédite des autorités dans nos finances personnelles. Et à partir du moment où les gouvernements disposeront d'une monnaie numérique, ils pourront également la programmer à leur guise et créer des taxes bien plus élaborées qu'aujourd'hui. Et évidemment, ces nouveaux impôts pourront être prélevés directement, sans possibilité d'y échapper. Imaginez également, toutes vos factures seront déduites de vos revenus avant même de les toucher. C'est drôlement pratique, tu commences ton mois avec 100 balles. Dans le négatif. Oui, en fait, on vous retirera les sommes dues avant même que vous perceviez le montant total de vos revenus, sur lequel vos impôts ou vos factures s'appliqueront. Bref, dans une vision de l'avenir, même votre argent ne vous appartiendra pas. Et pour ceux qui voudront quand même tenter de tromper le système, parce qu'il y en a toujours, le risque sera grand de se faire immédiatement repérer par l'intelligence artificielle et de voir alors son compte bancaire numérique bloqué, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer dans pareil système. Bref, de quoi réfléchir à 2 fois avant de tenter le diable. Ouais, ou alors on va remettre en place le troc. Petite parenthèse, il n'y a pas que les complotistes qui ont peur de cette numérisation de notre monnaie. L'organisme français qui veille à nous protéger des dangers numériques, la CNIL... Oui, la Commission nationale informatique et liberté appelle à l'émergence d'un débat public sur ce sujet de l'euro numérique. Difficile mission. C'est vrai que pour le moment, les citoyens n'ont pas été invités à donner leur avis. Un débat démocratique serait légitime pour discuter de savoir quelle monnaie numérique voulons-nous demain, et on peut se demander aussi pourquoi faire. Ça, c'est une bonne question. Surtout si, comme nous l'avons dit, tout est lié. Nos comportements, nos achats, nos dépenses seront tracés, et on pourrait aboutir à une sorte de score à la chinoise.
On n'a qu'à laisser Éric Verhaeghe nous dire ce qu'il en pense. Et je pense qu'il y a un agenda, si vous voulez, de cette grande arnaque qui se met en place, parce que on pourra, à chaque paiement, faire un lien entre le scoring social d'une personne, ou son scoring écologique, et sa capacité à payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dirait que pour limiter les rejets de gaz à effet de serre, on rationne votre quantité d'essence utilisable chaque année, vous avez droit à 1000 litres d'essence par an, et automatiquement vous serez banni si vous arrivez à 1000 litres d'essence. Donc autrement dit, vous ne pourrez plus acheter plus de 1000 litres d'essence, ou vous payerez l'essence beaucoup plus cher. On ne va pas dire vous êtes méchant parce que vous produisez trop de CO2, on va dire dans le cadre de la protection de la planète, du sauvetage des espèces animales menacées, etc., on considère que, et on met en place des critères, et vous comprenez que pour votre bien, il faut tout petit à petit changer de mode de vie. Et ça, ce sera une arme de contrôle des comportements, une arme de contrôle de la soumission à l'ordre, et une arme de contrôle de votre adhésion à l'idéologie en place. Tous parano. Je crois que je suis parano. Tous parano. Parlons d'écologie alors. Avec les confinements dus au Covid-19, la plupart des villes du monde ont été pour la première fois à l'arrêt, sans aucune circulation, sans trafic aérien, ni même activité industrielle. Néanmoins, les effets de cette cessation d'activité humaine n'ont pas été jugés suffisants pour améliorer le bilan carbone des pays riches. Car une fois la machine redémarrée, elle est repartie de plus belle. Et oui, sauver la planète nécessite donc de passer un cran supplémentaire. Et c'est ainsi que toutes les sommités déjà présentes lors de la conférence pour le lancement du Great Reset, dont on vous parlait en début de cet épisode, se sont réunies dans la banlieue chic de Genève, sous l'égide de Klaus Schwab, du 9 au 11 novembre 2020, dans le cadre du Green Horizon Summit, du beau monde aussi, dans ce Great Reset écolo. Parmi les participants, citons notamment le PDG de BlackRock, souvenez-vous, le plus grand fonds d'investissement au monde, dont les discours volontaristes ont été très remarqués au cours de ce week-end au vert. Voici l'objectif de cette réunion tel qu'il est résumé sur le site web du Forum économique mondial. Je cite: réinitialiser la relation existante entre la finance et l'économie réelle en réorientant la dépense publique et les investissements privés au service de la transition énergétique pour construire un futur plus durable et résilient pour tous. Fin de citation. Toi qui as ton diplôme en traduction de novlangue, Geoffroy ? Oui, parce qu'on touche là des sommets en la matière. Moi, je dirais déjà que l'emploi du terme réinitialiser, dans la version anglaise, c'est reset. Donc, on est vraiment dans la continuité du Great Reset. Et puis, je remarquerai également que le dérèglement climatique, semble-t-il, est approché exactement sous le même prisme que le Covid-19. Du coup, on peut peut-être se demander si le changement climatique ne représenterait pas, lui aussi, pour les hommes de Davos, une formidable opportunité. Doit-on en déduire, comme le pensent les complotistes, que les politiques de contrôle social à des fins sanitaires mises en place pour juguler la pandémie n'étaient finalement qu'un banc d'essai et que les choses sérieuses vont vraiment commencer? Ouh là là, tu me fais peur. On peut bien sûr pas l'affirmer, mais ce qui apparaît clairement en tout cas, c'est que l'économie mondiale, dans son ensemble, est sommée de se mettre au service de la noble cause de la transition énergétique. Et oui, la crise que nous vivons constitue une opportunité pour réorienter en profondeur nos modèles économiques et les rendre plus verts. Ça, c'est une citation de notre Illuminati national Emmanuel Macron. Pour nos élites, la priorité des priorités consiste donc à remettre en question les activités industrielles traditionnelles pour répondre au nouvel impératif catégorique du zéro carbone d'ici 2030. Tu dis remettre en question, on pourrait presque dire supprimer, et ce, peu importe le coût social. Car moins il y aura d'emplois industriels, moins il y aura de pollution. Oui, c'est vrai, Klaus Schwab le pense aussi. Il a bien écrit que l'homme moderne est un pollueur puisqu'il est l'ennemi de Mère Nature qui perd patience. Bref, autant dire simplement, avec le Great Reset, les industries sont en sursis. Les relocalisations ou les implantations d'industries sur notre territoire seront découragées au nom de la sauvegarde de l'environnement. Oui, d'un excès, nous allons verser dans l'autre. À peine sortis de l'âge du productivisme, nous allons entrer dans l'âge du rationnement. L'oracle à tête lisse de Davos ne s'en cache pas. Cet extrait de son livre, Le Great Reset, est éloquent. Écoutez, il dit «
Si à l'ère post-pandémique, nous décidons de reprendre notre vie comme avant, en conduisant les mêmes voitures, en prenant l'avion vers les mêmes destinations, en mangeant les mêmes choses, en chauffant notre maison de la même manière, la crise du Covid n'aura servi à rien en termes de politique climatique. À l'inverse, si certaines habitudes que nous avons été forcés d'adopter pendant la pandémie se traduisent par des changements structurels de comportement, le résultat climatique pourrait être différent. Pour Schwab, il n'y a donc qu'une seule solution pour freiner le changement climatique. Enfermer l'homme pour décarboner. Ah, tu dis ça parce que tu as lu son livre et tu as trouvé ce passage frappant où il dit « Une réunion Zoom, un groupe familial WhatsApp, un cours universitaire distanciel sont certes moins conviviaux que la présence physique des personnes, mais ils sont plus sûrs, moins chers et surtout plus écologiques. » Fin de citation. L'assignation à résidence permise par la digitalisation permet donc d'être nécessaire pour sauver l'environnement. Mais cette solution prônée par Klaus Schwab amène toutefois à plusieurs commentaires. Premièrement, ce qu'on pourrait appeler le nouvel ordre écologique à venir, à l'instar du nouvel ordre sanitaire, désigne le virtuel comme l'Eldorado de l'éco-citoyen modèle. Et ce, malgré tous les effets secondaires que l'on peut redouter, que cela soit en termes de mal-être psychologique, d'exclusion ou de dissolution du lien social. Deuxièmement, notons que jamais Schwab ne soulève que l'impact carbone des big tech, est lui aussi phénoménal. C'est le grand angle mort du Green Horizon Summit. Oui, mais c'est étonnant. Le bilan carbone des géants de la technologie est au moins 1,5 fois supérieur à celui des transports aériens, par exemple. Et ce, sans compter les désastres écologiques et sociaux liés à l'exploitation minière du cobalt ou du lithium, à l'esclavage des enfants, aux guerres civiles pour le contrôle des matières premières, et puis des 50 millions de tonnes de déchets électroniques générés par an. Mais alors pourquoi Schwab fait-il comme si les gens de la technologie ne polluaient pas ? Ça la pose question quand même. Et surtout, cela a pour effet de jeter un voile de suspicion sur les véritables intentions du patron du Forum économique mondial. Mais c'est ça. Et pour les complotistes, la conversion à l'écologie des élites de Davos, eh bien, elle est bien suspecte. Ceux-là même qui ont malmené les écosystèmes naturels, ceux qui ont exploité les ressources de la Terre depuis plusieurs décennies, ceux qui pillent les terres rares, vont-ils vraiment, au nom de l'écologie officielle, nous réinitialiser la nature qu'ils ont épuisée ? C'est un peu dur à avaler quand même. Le verdissement de l'économie promu par le Great Reset n'aurait-il finalement qu'un but, beaucoup moins noble que celui de sauver la planète ? Remplir les poches déjà bien pleines des financiers qui ont investi dans l'énergie verte. Ah oui, ce que nous avions appelé dans notre précédent épisode, la mafia du CO2, serait-elle finalement derrière la grande réinitialisation ? Nous ne saurons que vous conseiller, si ce n'est pas déjà fait, d'écouter l'épisode que nous avions consacré donc au réchauffement climatique. Oui, nous y avions développé notamment cette notion de lobby vert et nous avions montré le décalage qui existe entre les louables intentions affichées par ceux qui prétendent agir pour sauver l'environnement et le dessous d'un business à la réalité peu reluisante. Bon alors du coup Geoffroy, plutôt que de disserter une nouvelle fois sur ce thème, je te propose d'aller nous aérer la tête. Parce que tu vois, moi, la mienne elle commence à être bien pleine là. Tu penses à quoi ? Si nous allons faire un petit tour dans le lieu idéal de cette grande réinitialisation à la nature dont le Forum de Davos fait la promotion, hein, la fameuse Smart City, histoire de se relaxer un petit peu. Allez, je te suis. On est où là ? Dans le futur. En quelle année ? 2030. Ah, c'est pour ça que j'ai grossi et que toi t'as perdu des jeux par contre. Hein. Bon, alors on ne s'attarde pas sur des détails aussi prosaïques hein, et profite de l'expérience. Regarde, c'est la première fois de l'histoire de Tous Parano que nous voyageons dans l'avenir. Hein, ça c'est pas chinois. Et puis nous sommes quand même dans la salle de contrôle de la ville du futur. Si je peux me permettre le jeu de mots, on est dans le cœur nucléaire de la Smart City la plus sophistiquée de la planète. Regarde tous ces écrans. C'est vrai que ça grouille d'informations. D'ici, tu as une vue de tous les flux qui régissent la vie quotidienne des habitants de cette nouvelle Jérusalem écolo. Tiens, là regarde, c'est l'état du trafic autoroutier. Là, tu as les transports collectifs. Là-bas, sur cet écran, c'est l'éclairage public. Et puis ici encore, tiens, regarde, tourne-toi là, c'est la consommation d'énergie des habitants. On voit même qui balance ses déchets et en quelle quantité en temps réel. Bah oui, mais je vois bien surtout que tout le monde est filmé en permanence là. Hein. Et bizarrement, il n'y a personne. Par contre, ici, c'est bien normal. Ouais, c'est normal. Mais rassure-toi, tout est géré par des puissants algorithmes. C'est le règne du tout connecté, mon vieux. Les moindres faits et gestes des citoyens sont transmis sous forme de données au centre de contrôle. Mieux vaut laisser l'intelligence artificielle traiter toutes ces infos. Hein. C'est trop complexe pour les humains, de toute façon. Mais le futur, c'est un futur sans humains aux manettes, du coup ? Ouais, t'exagères un peu, sois pas si archaïque. En plus, on n'est pas exactement tout seul.
Regarde là-bas. Tu vois cette femme en train de faire du yoga avec son casque virtuel sur la tête ? Ah oui. C'est elle qu'on est venu voir. Ah, mais c'est qui ? Elle s'appelle Ida Auken. C'est elle qui a inventé cette ville du futur. Allez viens, je vais te la présenter. Ah mais volontiers, ça fera au moins quelqu'un à qui parler. Ouais, calme-toi, on va essayer parce que je te garantis rien. Déjà, elle ne serre jamais la main. Tu veux dire qu'elle est atteinte d'aptophobie ? Ça je saurais le dire, j'ai pas eu accès encore à son fichier numérique sanitaire. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle a un faible pour le sans-contact. Bref, Ida Auken, c'est une Danoise née en 1978 dans la proche banlieue de Copenhague. C'est la fille d'une femme politique de gauche, bien connue au Danemark, Margrethe Auken, membre du Parti socialiste, mais aussi pasteur et parlementaire européenne. Ah oui, j'en ai entendu parler. Donc Ida, c'est aussi une femme politique comme sa maman. Elle a suivi les traces de sa mère, allant même jusqu'à débuter des études de théologie après le lycée, avant de se découvrir une soudaine passion pour l'environnement. Et ensuite, c'est la voie royale, puisqu'elle est recrutée par Klaus Schwab et qu'elle rejoint son réseau des Global Young Leaders. Bien lui en a pris, tu me diras, puisqu'elle est devenue à seulement 28 ans députée au Parlement danois pour le Parti social-libéral. C'est le centre-gauche, ça, hein ? Oui, et en 2011, elle devient même ministre de l'Environnement. Bon, en 2014, elle est congédiée, mais c'est pas grave, puisqu'elle se rapproche alors à nouveau de l'oracle de Davos, et elle devient alors membre à part entière du Global Future Council on Cities of Tomorrow du Forum économique mondial. Oh, ça c'est beau, c'est le conseil de l'avenir mondial pour les villes de demain. Ida Auken réfléchit à la manière de concevoir un futur plus durable. Et pour sauvegarder l'environnement, elle arrive à la conclusion qu'il faut s'attaquer au consumérisme. Elle n'a pas forcément tort. Et donc, selon elle, il faut limiter la possession matérielle. Elle a alors cette idée. Tout produit doit être transformé en service, et il faut donc bâtir une société où l'on ne posséderait plus rien. Ah mais on retrouve là ce thème du Great Reset, de l'abolition de la propriété privée vu au début de l'épisode. Écoutons-la. Ce que je veux souligner, c'est qu'il y a un mouvement très important qui se produit en ce moment. Les produits deviennent des services. Pensez-y, je veux dire que votre téléphone portable, vous voulez que ça marche, vous voulez un bon service. Mais pourquoi voulez-vous posséder votre téléphone portable si vous pouvez simplement le louer ? Et si vous le louez, pourquoi ne pas louer aussi votre réfrigérateur, votre machine à laver ou votre lave-vaisselle ? Pourquoi voulez-vous posséder tout ça ? Pourquoi ne pas aller vers un business model où l'entreprise est le propriétaire ? Vous savez ce qui se passe quand l'entreprise est propriétaire ? Ils conçoivent un bien meilleur modèle, avec une meilleure durée de vie, car s'il casse, ils doivent le prendre en charge, voire même envoyer quelqu'un pour le réparer. Et donc au final, ils fabriquent un produit de meilleure qualité et vous l'avez à un prix plus avantageux. Et si quelqu'un pense que je suis une écolo illuminée en parlant de ces choses, sachez que tout cela a été démontré par McKinsey. C'est vrai que ça peut paraître séduisant de ne plus avoir à jeter des millions de téléphones à la poubelle. Et sur ce sujet, un de ces essais va faire du bruit. Il se nomme « Bienvenue en 2030, un monde où rien ne nous appartient ». Elle y extrapole ses idées en imaginant justement la ville du futur où nous étions il y a quelques instants. On va vous en faire un résumé et vous allez voir, c'est quand même assez hallucinant. On pourrait penser qu'il s'agit d'une œuvre littéraire dystopique, mais non, c'est une contribution pour la dite réunion annuelle sur l'avenir du monde du Forum économique mondial. Une contribution qui donne en tout cas une idée assez précise de ce à quoi rêve notre élite dirigeante. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette ville du futur ? Parlons peut-être déjà de ce qu'on n'y trouve pas. Plus personne ne possède de voiture, car on peut appeler un véhicule sans conducteur en quelques minutes. Et même quand Ida se décide à cuisiner des bons petits plats, ce qui n'a pas l'air d'arriver très souvent, eh bien le matériel de cuisine nécessaire est livré directement à sa porte en un rien de temps. En fait, il n'y a rien chez elle. Plus d'accumulation matérielle, on vous dit. Ouais, enfin bon, vision difficilement conciliable avec la gastronomie française, par exemple, ou les bons petits plats. Il faut dire que dans sa ville du futur, si plus personne ne paye de loyer, en contrepartie, il faut se faire l'idée qu'à chaque fois qu'on n'est pas chez soi, quelqu'un vient squatter son espace personnel. Ainsi, à sa grande fierté, justement, le salon d'Ida est déjà aujourd'hui utilisé pour les réunions d'affaires lorsqu'elle n'est pas là. Elle s'applique déjà ses règles. C'est un peu comme un appartement Airbnb, quoi. Son chez-soi devenant le chez tout le monde, on évite d'y entreposer ses rares affaires personnelles, par exemple. Tu ranges tes slips, d'ailleurs. Tu parles des slips, c'est intéressant parce que les vêtements, plus personne n'en possède. Ida avoue même qu'elle ne sait plus ce que c'est que faire du shopping. Alors là encore, elle loue ses vêtements et elle se les fait livrer. Et surtout, elle demande à l'algorithme de choisir à sa place les tenues les plus adaptées parce que selon elle, l'algorithme connaît maintenant mieux ses goûts qu'elle-même. Ouais, c'est fascinant. Alors bien sûr, certaines fois, elle a un coup de blues, car elle concède que le fait de ne pas avoir de véritable vie privée est difficile. Ah,
Bah oui. En effet, elle peut aller nulle part sans être enregistrée. Ida concède même que tout ce qu'elle fait, pense et rêve est enregistré. Bref, bienvenue dans la société de la transparence de Klaus Schwab. Mais ça ne fait rien, parce que comme elle dit, dans l'ensemble, c'est une bonne vie bien supérieure à celle d'avant. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'elle avait avant. Elle se console, car pour elle, je cite, « La dégradation de l'environnement, la pollution de l'air ou de l'eau, tout cela, c'est de l'histoire ancienne. » Et les autres alors, ceux qui ne vivent pas dans sa Smart City idéale? Eh bien, Ida, rassure-toi, ça la préoccupe quand même. Elle les considère comme perdus en chemin. Elle écrit, je cite, « Ceux qui n'ont pas supporté toute cette technologie, ceux qui se sont sentis obsolètes et inutiles lorsque les robots et l'intelligence artificielle ont pris le contrôle d'une grande partie de nos emplois, ceux qui se sont révoltés contre le système politique et se sont retournés contre lui, eh bien, mènent des vies différentes en dehors de la ville. Certains ont formé de petites communautés autonomes, d'autres sont restés dans les maisons vides et abandonnés des petits villages du 19e siècle. » Mais quelle horreur! Mais comment peuvent-ils encore succomber au charme des petits villages d'autrefois? Mais comment peuvent-ils rejeter le progrès tel que le conçoivent les hommes de Davos? Gaël, quelque chose m'échappe. Ouais, ça c'est parce que tu es certainement, mon cher Geoffroy, un petit peu limité intellectuellement avec ton cerveau tout organique. Alors, pour t'implanter un peu de mémoire vive dans le cortex et finir cet épisode, eh bien, je te propose de dévoiler ce qui pourrait être le secret ultime de la grande réinitialisation, la création d'une post-humanité. Ouh là là! L'inquiétude me gagne. Rassure-toi. On va parler maintenant de l'hypothèse transhumaniste. C'est vraiment un monde de parano. Tous parano. Le Great Reset prépare-t-il le grand passage à une humanité augmentée par la technologie? Lorsqu'on lit l'œuvre de Klaus Schwab, on peut se poser la question. C'est ici que l'on retrouve une idée assez présente dans les discours complotistes. On va bientôt nous glisser une puce sous la peau. Une idée qui paraît fantaisiste et excessive, me direz-vous? Eh bien, moins que vous ne le croyez, si l'on en croit en tout cas le patron Davos. Car le sais-tu, Gaël, mais Klaus Schwab est intarissable sur ce qu'il appelle, avec d'autres, les technologies implantables. Écoutons-le. D'abord, on va les implanter dans nos vêtements et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Dans son livre « La 4e révolution industrielle », Klaus Schwab écrit ainsi que le point de bascule sera le premier téléphone implantable commercialisé. Et cela va arriver très vite, selon lui, d'ici 2026. En même temps, une logique est enclenchée. Les gens sont de plus en plus connectés à leur appareil, et ces appareils seront de plus en plus connectés à leur corps. Moi-même, j'ai une montre qui est connectée. Autant les implanter donc directement dans l'organisme, où ils rempliront diverses fonctions. Et à partir du moment où ces technologies implantables seront généralisées, eh bien elles rempliront diverses tâches, la localisation bien sûr, mais aussi le suivi du comportement et de la santé. Et c'est comme cela que la vie numérique d'une personne deviendra inextricablement liée à sa vie physique. Oui, Schwab évoque même des tatouages intelligents qui pourraient aider à identifier et localiser des personnes. Et dans ce monde de plus en plus connecté, construire et gérer son identité numérique deviendra ainsi une pratique aussi courante que parler, agir ou suivre une certaine mode pour afficher sa personnalité. Une leçon de Schwab que l'un de ses meilleurs élèves et ancien young leader, Mark Zuckerberg, a bien retenu, avec la réorientation de son business dans le métavers. Et à partir de là, une fois que les choses seront bien ancrées dans la tête des gens, sans jeu de mots, nous arriverons toujours, selon le fondateur du Forum économique mondial, à la seconde étape du projet transhumaniste, implanter une mémoire artificielle dans le cerveau pour parvenir à l'humain augmenté. La technologie sera alors capable d'identifier tout ce qui a trait à la température, aux vibrations du corps, aux essoufflements, aux tremblements de peur, à la fatigue nerveuse. Elle sera aussi capable de capter nos sentiments, les émotions, les larmes, les rires. Nous serons donc transformés en des sources de données biométriques de masse. Cette implantation de la technologie dans le corps prépare donc l'homme-machine et l'avènement de l'ère post-humaine. Comme le dit d'ailleurs Larry Page, le cofondateur de Google, le cerveau humain est un ordinateur obsolète. Il a besoin d'un processus plus rapide et d'une mémoire plus étendue. Que ce soit clair, on n'est pas dans la science-fiction.
Vous le savez peut-être déjà, Elon Musk et sa société Neuralink a par exemple présenté aux médias son implant cérébral. C'était le 28 août 2020, des puces ont été implantées sur 3 truies, testées ensuite sur un singe, et visiblement la technologie est au point. Et selon Musk, la puce implantée dans le cerveau humain va permettre de communiquer par télépathie ou de stocker ses souvenirs et de les effacer. Les premiers tests sur les humains ne sauraient tarder. Et si ça fonctionne, Musk estime que nous pourrons très prochainement entreposer et télécharger nos souvenirs sous une forme numérisée dans des robots. L'étape suivante consistera ensuite à relier ces robots à des milliers de satellites, dont ceux qui lui appartiennent dans le cadre de son projet Starlink. Vous êtes tous parano. Cette quête, destinée à augmenter entre guillemets l'espèce humaine, pourrait en parallèle s'accompagner d'une reformulation des termes de la reproduction. Il faut s'affranchir du biologique dans ce cas-là. Faire un bébé se fera en dehors des relations sexuelles. Comme le dit Schwab, la technologie va remettre en question les idées sur ce que signifie être humain. On se rapprocherait ainsi d'un scénario du type Bienvenue à Gattaca ou encore Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. De quoi laisser penser que bientôt nous n'aurons plus de père ni de mère au sens biologique s'entend. Ces évolutions auront surtout pour conséquence de créer 2 types d'humains. Le cybernéticien Kevin Warwick dit ceci. Il y aura des gens implantés hybrides et ceux-ci domineront le monde. Les autres qui ne le sont pas ne seront pas plus utiles que nos vaches qui broutent dans le pré. Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce, ils formeront les chimpanzés du futur. Et ils vivront sans doute dans l'un des villages du 19e siècle dont Ida nous parlait tout à l'heure. Nous arrivons ainsi à la dernière étape du projet transhumaniste, le passage de l'humain au surhumain. C'est le moment où une petite élite d'hommes augmentés pourra alors viser le nirvana de la Silicon Valley, l'immortalité. Yuval Noah Harari, le célèbre historien et philosophe israélien, ami intime de Klaus Schwab, et son conseiller principal sur les questions technologiques. Oui, vous avez sans doute entendu parler de lui, ou même peut-être lu certains de ses livres à succès, comme 21 leçons pour le 21e siècle, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, ou alors la suite qu'il a donnée à ce livre, Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, des ouvrages dans lesquels il se livre à une relecture de notre histoire et nous projette dans un futur technologique. Eh bien, Harari, qui intervient très régulièrement lors des réunions du Forum économique mondial et qui peut d'ailleurs être considéré comme l'un des aspirateurs de la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab et du Great Reset, résume très bien le point de vue transhumaniste au sujet de l'immortalité. Écoutons Yuval Noah Harari, c'est saisissant. Principalement, les gens meurent toujours pour une raison et pour une seule raison, pour des raisons techniques et non pour des raisons métaphysiques. Mais si vous pensez au point de vue des pauvres, c'est terrible, parce qu'au cours de l'histoire, la mort a toujours été le grand égalisateur. La grande consolation des pauvres était de se dire « Bon, les riches ont une meilleure situation, mais ils vont mourir comme moi. » Pensez au monde d'ici 50 ou 100 ans, où les gens pauvres vont continuer de mourir. Et les riches, en plus de toutes les autres choses qu'ils auront obtenues, seront également exemptés de la mort. Eh ben, tout ça est quand même vertigineux. Ouais. Bon. Il faut dire aussi qu'ils sont nombreux à se demander s'il ne faut pas tout faire pour éviter pareille évolution. Surtout que l'avènement du post-humain pourrait être contemporain de la survenue de ce qu'on appelle la singularité technologique. C'est-à-dire le moment, oui, où une machine intelligente sera capable par elle-même d'engendrer une machine encore plus intelligente qu'elle, sans aucune intervention humaine. Ou sans aucune intervention post-humaine, pourrait-on dire. Des auteurs se basant sur la vitesse des progrès réalisés en informatique, imaginez que la puissance des microprocesseurs double tous les 6 mois aujourd'hui, et ben ces gens-là ont même défini une date pour cette singularité technologique. Elle est prévue en 2049. Autant dire que c'est tout proche. Et même du côté de la tech, certaines voix s'en inquiètent. Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, a ainsi déclaré récemment, je cite, « À ce moment-là, les ordinateurs prendront le contrôle sur nous, pauvres humains. Il n'y a pas à tergiverser. Si nous construisons ces appareils pour s'occuper de tout à notre place, eh bien ils vont penser plus vite que nous, ils finiront par se débarrasser des humains, trop lents pour diriger les sociétés. Serons-nous alors des dieux? Serons-nous des animaux de compagnie? Ou serons-nous des fourmis qui se feront piétiner? Nul ne peut le prédire. » Bref, de quoi nous rendre tous parano.
nous l'avons vu, la théorie du complot du Great Reset est le parfait reflet des psychoses de notre époque. Peur de la maladie, de l'écroulement de nos économies, appréhension multiple face aux évolutions de la technologie ou encore angoisse environnementale. Le succès de cette théorie s'explique avant tout par l'onde de choc que la pandémie de Covid-19 a suscité. Née dans le contexte du premier confinement, cette théorie s'est ensuite propagée comme une traînée de poudre. Et en quelques mois, le Great Reset a supplanté toutes les autres théories du complot sur les réseaux sociaux, débordant de très largement les cercles d'extrême droite qu'il avait vu apparaître. Le fait que l'un des hommes les plus influents de la planète, malgré qu'il soit peu connu du grand public, ait écrit un livre ayant pour titre The Great Reset, alors que l'épidémie n'en était qu'à ses débuts, est bien sûr l'une des raisons essentielles qui explique la diffusion fulgurante de cette théorie du complot. Pour les complotistes, le Great Reset n'est en aucun cas un plan secret. Tout a été écrit noir sur blanc par Klaus Schwab. Et il est difficile de nier l'influence du Forum économique mondial, une organisation qui concentre en son sein les hommes les plus riches de la planète. Dans cette perspective, l'effort des médias institutionnels pour démentir l'existence d'un complot associé au Great Reset n'a en rien freiné la propagation de cette théorie. Car ceux qui possèdent les journaux, les chaînes de télévision, les réseaux sociaux sont invités chaque année pour assister à Davos au plus important rassemblement des élites planétaires. Donc, le débunkage paraît suspect. De même que l'unanimité des leaders mondiaux, politiques et économiques, qui se sont tous prononcés en faveur du plan imaginé par Klaus Schwab, afin de mettre à profit la crise que nous venons de traverser pour accélérer les transformations souhaitées par le Forum économique mondial. Finalement, le Great Reset, c'est un effondrement programmé pour éviter de le subir. C'est comme une ultime tentative de sauver la globalisation de ce qu'elle a elle-même engendré. Les bulles financières, les dettes, la fin du pétrole, le désastre écologique et climatique, le repli nationaliste et la montée des inégalités. Voilà bien la remise à zéro de la dernière chance pour la 4e révolution industrielle espérée depuis longtemps à Davos. Et avec les différents confinements, c'est un basculement de civilisation en germe depuis plusieurs décennies qui s'est concrétisé et qui a engendré de nouvelles peurs. Avec 3 renversements de grande ampleur, un renversement anthropologique, les baby-boomers ont sacrifié la jeunesse au nom de leur santé, un renversement sociologique, nous sommes passés d'une société du lien social à une société digitalisée, un renversement éthique, avec l'émergence de l'identification numérique pour tous, sous l'alibi du pass vaccinal. Bref, de quoi nous rendre tous parano. Allez, on se retrouve très vite avec un prochain épisode. Ça, c'est manipulation et manipulation. De toute façon, on saura jamais. Si vous aimez les conspirations en tout genre et explorer les dédales de nos psychoses collectives, si vous êtes fasciné par l'étrangeté de l'histoire ou simplement curieux de savoir, vous êtes là où il faut, c'est Tous Parano. Comme tous les paranos, on sait qu'on est suivi et écouté, mais peut-être pas assez. Alors abonnez-vous au podcast et likez, partagez, bref, conspirez pour faire de Tous Parano le vadémécum de la complosphère à emporter partout. Oui, enfin, peut-être pas partout, hein. Faut quand même faire attention, on n'est jamais assez parano. Ouais, t'as raison, on nous écoute. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on écoute ? Eh bien, on écoute un certain James Tyler Hagen, plus connu sous le nom de Sounds Like Harmony. Oh, c'est joli ça. Un artiste bien représentatif de la nouvelle génération emo. C'est le genre avec des cheveux bleus et des tatouages sur le visage, c'est ça ? Oui, c'est bien le style, quoi. Alors, son titre s'appelle The Great Reset. Très bien, il est dans le ton. Morceau clairement complotiste et anti-vax. Alors, c'est un anglais, mais ça vaut le coup de se pencher sur les paroles. Allez, James Tyler Hagen. I know a man who's half a man, the other half a monster with manipulative hands, and you'll tag along to his demands, worshipping an image that he built with all his friends. And you're not cool enough to be a part of his great clique. They're economically inclined to convince you that you're sick, but give the devil what he's due, for he has trampled on the truth and convinced you all to sing along to a Lion Wonders tune. And it goes 1 shot, 2 shots, 3 shots, 4. You better watch your mouth, you better lock the door. He said, I seize the need for a great divide, taking 666 shots to save our lives.
but it's half a plan. A modern day agenda to put the power in their hands. And you cashed your checks for the Great Reset, worshipping the system lest you cannot buy or sell. And you've been played a fool to be a part of his great clique. You're economically inclined to keep on keeping yourself sick, but give the devil what he's due, for he has trampled on the truth and convinced you all to sing along to a lying wondrous tune. And it goes 1 shot, 2 shots, 3 shots, 4. You better watch your mouth, you better lock the door. He said, I seize the need for a great divide, taking 6, 6, 6 shots to save our lives. 1 shot, 2 shots, 3 shots, 4. You better watch your mouth, you better lock the door. He said, I seize the need for a great divide, taking 6, 6, 6 shots to save our lives. Non mais oh, les robots du micro là, c'est pas bientôt fini? Oula, ça va pas? Bon, vous en faites pas, on va vous rebooter. Tous parano.